Il faut absolument faire une synthèse des éléments qui viennent d'être présentés. Rappelons que notre objectif est d'identifier les roches courantes et que l'analyse des minéraux les constituant n'est qu'une étape dans cette démarche. Ce tableau reprend les tests physico-chimiques. Le test de dureté avec un certain nombre de minéraux, le test à l'eau pour identifier les argiles, il y aura réalisation d'une pâte onctueuse en présence d'eau, et puis les tests à l'acide chlorhydrique dilué, pour mettre en évidence les carbonates comme la calcite et la dolomite, qui vont réagir en faisant une effervescence. Il y aura une réaction vive pour la calcite. Il faudra souvent réduire en poudre la roche ou le minéral pour augmenter la surface spécifique de réaction, pour distinguer un faible dégagement de bulles avec la dolomite. Il conviendra donc de faire bien attention dans ce cas-là. Comme le montre ce tableau récapitulatif, l'ensemble des critères mis en place nous permettront d'identifier les minéraux courants avec un risque d'erreur limité. Seuls les feldspaths posent une réelle difficulté. Les clivages orthogonaux que présentent ces minéraux peuvent servir de complément dans la mesure où les cristaux sont suffisamment gros pour les observer. Mais la plupart du temps, ces minéraux sont de petites dimensions. On procédera pour l'identification des feldspaths plutôt par élimination de possibilités. Il s'agit d'un minéral de teinte claire, ce n'est donc pas une olivine, ce ne sont pas des pyroxènes ou amphiboles. La cassure est plutôt plane, il ne s'agit pas donc d'olivine, pas de quartz, on voit des plans. Ce minéral ne réagit pas à la HCl, ce n'est donc pas un carbonate. Il n'est pas rayé par l'ongle, ce n'est donc pas du gypse. Il peut éventuellement rayer le verre. Il ne se sépare pas en fines lamelles, ce ne sont pas des micas. Il est insensible à l'eau, ce ne sont pas des argiles. On voit ainsi que par élimination, nous arrivons sur l'identification probable d'un feldspath. Ce tableau nous servira de conclusion puisqu'il relie la présence des minéraux dans une roche à son appartenance à une des trois familles de roches. Car en effet, certains minéraux sont spécifiques de familles de roches. C'est le cas de l'olivine, qui ne se rencontre que dans les roches magmatiques. Gypse et argile ne résistent pas à une augmentation de pression ou de température, on ne retrouvera donc ces minéraux que dans les roches sédimentaires. La faible résistance au processus d'altération des pyroxènes amphiboles exclut la possibilité de leur présence dans une roche sédimentaire. Les carbonates, qui se déstabilisent à très forte température, ne se retrouveront pas dans les roches magmatiques. Par contre, la présence dans une roche de quartz, de feldspath ou de mica n'apporte pas d'éléments décisifs pour classer la roche qui les contient. Toutefois, si les micas sont orientés, ils indiquent que nous ne sommes pas en présence d'une roche magmatique. Il convient, pour cette conclusion, de faire deux remarques. Certains spécialistes géologues pourront contester, à raison, ces choix d'exclusion et de simplification. Ils sont en effet arbitraires. Prenons un exemple. Il existe des roches magmatiques contenant des carbonates. Nous avons considéré que ce cas était suffisamment rare pour ne pas être retenu dans notre approche simplificatrice. Une deuxième remarque. Les argiles sont des minéraux d'altération. Tous les silicates, excepté le quartz, vont déboucher sur la formation d'argile lorsqu'ils s'altèrent. Il est donc tout à fait possible de rencontrer de l'argile hors d'un contexte sédimentaire. Les argiles sont une composante essentielle des formations superficielles et des sols, et on pourra donc les retrouver sur des roches altérées.